on sait bien que ça gêne. On veut pas que, enfin, non seulement on ne veut pas boycotter, on ne veut pas critiquer Israël. Dès qu'on critique Israël, on est, on est vraiment diabolisé. Je cite, il y a juste quelques jours, le prof à Toulouse qui a tout simplement parlé de boycott et des génocides, comme quoi c'est un scandaleux, il a été licencié. Bonjour à tous et bienvenue dans cette interview pour Voix Populaire. Aujourd'hui, nous avons la chance de vous présenter une interview avec Monsieur Sbeir. Monsieur Sbeir est un grand chercheur de renom qui a eu la chance d'étudier pour un institut qui s'appelle l'IREMAM. Il a effectué de nombreux travaux de recherche pour cet institut, de nombreux travaux qui ont posé sur l'une des questions les plus centrales de tous ces travaux, la Palestine. Il a eu la chance d'effectuer plein de travaux sur ce pays, d'effectuer plein de recherches, dont notamment l'un d'entre eux qui nous a marqué en particulier, qui est sur la question des bailleurs de fonds et des ONG en Palestine. Nous avons eu la chance dans cette interview de revenir sur cette question et de lui poser une question notamment sur la question des ONG et du réel travail des ONG en Palestine et de leur implication aujourd'hui dans cette guerre qui au final a été mortelle pour de nombreux concitoyens palestiniens. Nous avons eu la chance aussi de lui poser de nombreuses questions sur la culture et les traditions palestiniennes qui aujourd'hui font de ce pays un pays meurtri malheureusement par la guerre et qui doit survivre, les cultures et traditions qui doivent survivre malgré cette guerre. Nous avons aussi eu la chance de pouvoir interviewer Monsieur Speer sur une question très fondamentale qui est la question de l'implication aujourd'hui de l'État d'Israël qui essaye de monopoliser tout le territoire et de réaliser une sorte d'apartheid en Palestine pour considérer que le territoire palestinien lui appartient. On parle un petit peu d'une emprise du territoire juif sur le territoire palestinien. On parle un petit peu d'une sorte de colonisation. C'est une époque coloniale et l'État juif essaye de coloniser par tous les moyens la Palestine. Nous avons eu la chance, grâce à M. Sbeir, de revenir sur ce sujet et de lui poser une question dessus. Nous espérons que cette interview vous plaira et à vous pour la suite. Comment ça va? Ça va très bien. Et vous? Comment allez-vous? Ça va, merci, merci, merci malgré tout. Eh ben, on peut commencer si tout est bon pour vous. Bah, très bien. Oh. Alors peut-être je vais préciser que je vais revenir sur quelques éléments, ce qui va un peu nous permettre de mieux poser les questions, de répondre à la question. Hmm. Peut-être c'est plus Ok. simple. Ok, pas de souci. Pas de souci, pas de souci. La première question qu'on aurait aimé vous poser, étant donné votre travail notamment à l'Institut de l'IREMAM, notamment sur la question des ONG et du travail des ONG en Palestine, la première question qu'on aimerait vous poser, ce serait de savoir quel est aujourd'hui l'impact des ONG sur la société palestinienne, notamment en mettant en parallèle avec le conflit actuel et la guerre actuelle entre Israël et la Palestine. Très bien, merci. En fait, c'est un travail que j'ai effectué il y a un moment dans le cadre du laboratoire Printemps à l'Université de Saint-Quentin en Yvelines, Mm. c'était lors de mon doctorat de thèse. Donc, l'idée principale, lorsqu'on pose la question sur le rôle des ONG, on a toujours, enfin, certaines idées reçues, je dirais, en fait, ou même construites, autour du rôle des ONG. Donc, j'aimerais bien, en fait, souligner quelques deux dangers, je dirais, quelques dangers, quelques problèmes liés à ce type de questions, aussi ce type, je dirais, de notre attente par rapport à ce que une ONG peut jouer. Donc, lorsque j'ai commencé à travailler sur cette question, j'avais remarqué deux idées qui circulent, qui sont toujours là, autour du rôle des ONG, et c'est lié en partie, enfin, c'est lié même à deux types de paradigmes que j'appelle le paradigme universel. C'est d'une part le paradigme de la démocratie. On a cette idée que s'il y a les ONG, il y a un rôle dans la démocratisation de la société. Ça, c'est pas quand même
quelque chose qui est né de soi. C'est aussi c'est le mauvais usage de Tocqueville lorsqu'il a travaillé sur les États-Unis. Ça, c'est un travail de Maud Simonet mm, qui le souligne. Et après, il y a deuxième aspect, c'est on associe toujours le rôle des ONG à une question de développement. C'est un peu le discours néolibéral de l'ensemble des organisations internationales, la Banque mondiale, etc. Et du coup, on a mis, en fait, on a rempli le concept de société civile avec des imaginations néolibérales comme quoi le rôle des ONG voilà, est toujours positif par rapport au développement. Et donc, lorsqu'on pose cette question, moi j'ai peur qu'on attend toujours une réponse d'évaluation à mm, partir de ce type d'action qui émane de ce type de paradigme qui ne sont ni universels d'ailleurs, ce sont des expériences, des contextes particuliers qu'on a essayé mm, de montrer comme quoi c'est quelque chose d'universel qui fonctionne partout. Et là, on commence à non seulement en fait, à dicter la manière dont on va voir les actions des ONG, mais mm, aussi de les évaluer. Et là, je trouve que c'est un danger en général. Dans le contexte palestinien, si vous voulez, j'étais obligé, pour rompre avec ces idées, de parler de la Palestine de bailleurs de fonds. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est une, voilà, pour trouver, pour un peu saisir le sens pratique de l'action des ONG, je voulais le mettre dans la configuration, dans le contexte dans lequel ça existe. Et pourquoi j'ai parlé de la Palestine de bailleurs de fonds? Parce qu'à partir des accords d'Oslo, des mm, accords de paix, donc, il y a l'intervention massive des bailleurs de fonds. Ils étaient déjà avant, mais là, en fait, on va voir la multiplication de bailleurs, mais aussi leur argent va être un peu, c'est quelque chose de très énorme, même si on n'arrive toujours pas à avoir des bons chiffres, mais la montée de l'aide internationale était vraiment quelque chose de considérable. Mais donc les bailleurs, ils sont devenus un peu, je dirais, des acteurs indispensables dans la scène palestinienne. mm, Alors, pourquoi je parle de la configuration des bailleurs de fonds? Parce que là, en fait, on a introduit une manière de décrire la réalité palestinienne qui n'a rien à voir avec la réalité palestinienne. La première chose, on a commencé à parler d'une situation de post-conflit. Ça veut dire que c'est un moment de rupture nette de ce qui est avant, n'a rien à voir avec ce qui est après. On parle de conflit, on ne parle pas d'autre chose. Le conflit est fini. Du coup, les anciens ennemis sont devenus des partenaires pour la paix, pour le développement et bien sûr pour la construction étatique. Donc ça, c'est premier danger, je dirais. Deuxième danger, on commence à parler de la construction de l'autorité palestinienne, comme quoi il y a un acteur palestinien principal qui est quand même, qui a une certaine autorité, alors que c'est complètement faux aussi, parce que là, je vais revenir. Et troisième chose, on a parlé, commencé à parler d'une question d'une certaine indépendance politique et économique, alors qu'on est vraiment là, on est passé dans une domination, je dirais, directe à l'égard des Israéliens, on est passé à une domination et dépendance complexe, non seulement à l'égard de l'économie israélienne, mais aussi à l'égard des bailleurs de fonds. Et en même temps, lorsqu'on parle de post-conflit, la paix, la colonisation perdure et s'accélère. mm, Donc, on a plus ou moins voilé la réalité des Palestiniens. Et à partir de là, on a dicté, en fait, on a fait les actions que les ONG doivent faire dans cette nouvelle configuration. Et donc, pour le dire rapidement, comme le dit Anne Lemort, une chercheuse qui a travaillé sur la question développement, en fait, on est dans une configuration où la Banque mondiale et les États-Unis dominent, l'Union européenne paye, Israël occupe, bah, les Palestiniens n'existent pas, en fait, dans cette mm, configuration, si vous voulez. Donc, on a nié même la place des Palestiniens. On essaye d'imposer de ces recettes. On a fait des développements, un ensemble de recettes techniques en dehors de tout rapport de domination, en dehors du contexte et de l'histoire. Et on a commencé à parler de développement. Donc, l'accent a été mis dans un système, je dirais, néolibéral sur l'individu et non pas les structures. Donc, au lieu de parler de processus d'appauvrissement, si vous voulez, on a commencé à parler des pauvres. Donc, mm, cela réduit un peu les actions du développement à une action d'assistance. On va nourrir les pauvres, on va nourrir les assistés, et à ce moment-là, le développement dans ce contexte-là
est devenu un mécanisme à travers lequel on reproduit. On reproduit en fait ce qui existe et même on reproduit la dépendance à l'égard de l'aide internationale. C'est dans ce cadre-là, si vous voulez, on peut voir quel est le rôle des ONG en Palestine. mm, Les nouvelles ONG qui ont été créées pour combler un peu l'offre de l'aide internationale, déjà, si vous voulez, sont formatées, sont déjà en situation d'accepter ce type de discours. Et donc là, moi, ce que j'ai analysé un peu la transformation qui a eu lieu au sein des ONG ou des associations qui existaient déjà. Et pour rappeler rapidement, le plus important lorsqu'on va analyser l'histoire associative en Palestine, c'est que l'ensemble des associations qui travaillaient étaient plus ou moins affiliées à des organisations politiques. Et les organisations politiques, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas un parti politique dans un pays qui existe, ce sont des organisations politiques pour la libération de la Palestine. Le Fatah, le FPLP, l'ensemble des organisations palestiniennes, c'était des organisations de lutte pour la libération de Palestine, d'où en fait l'accent a été mis sur l'accent associatif comme annexe, comme complément de ce projet. Lorsqu'on a transformé le projet de la lutte pour la liberté à un projet de développement un peu décontextualisé, déshistorisé, avec un paradigme universel, donc si vous voulez, il y avait un bouleversement qui a eu lieu au sein de ces associations. Parmi d'autres, je dirais que les organisations politiques étaient remplacées plus ou moins par les bailleurs de fonds. mm, Donc, les organisations politiques qui avaient une relation d'emprise sur les ONG, ils étaient remplacés. Donc là, ce que j'appelle l'évacuation des politiques, on a réduit le développement à une question technique et donc on a oublié un peu le checkpoint qui sépare les territoires. Et au lieu d'enlever le checkpoint, on a reproduit un peu la réalité palestinienne au nom du développement, au nom de l'aide pour la paix, au nom de la construction étatique, etc. Et mm, donc, dans ce cadre-là, si on veut voir, l'autorité palestinienne n'est qu'une ONG avec des agences de sécurité. Et malheureusement, et ce qu'on voit aujourd'hui, si vous voulez, lorsqu'on voit la réaction au mm, génocide à Gaza, la réaction des puissances internationales, ce qui a été mis en avant, c'était la première chose, c'était la sécurité d'Israël, c'est l'aide contre la sécurité. Et du coup, l'autorité palestinienne, son rôle principal devient la coordination sécuritaire avec les agences de sécurité israéliennes et pour pacifier les Palestiniens qui veulent mm, lutter pour leur liberté. Et dans ce cadre-là, la tâche principale que les ONG commencent à faire consciemment ou inconsciemment, c'était cette idée de pacification. Donc, que ce soit par la nature de projets menés ou par le discours qu'ils ont mené pour décrire la réalité palestinienne. Et il y a une grande différence entre les discours qu'ils ont, par exemple, en arabe pour les Palestiniens et les discours formatés qui est là pour obtenir de l'aide, etc. Donc, si vous voulez, lorsqu'on va voir un peu l'histoire des ONG, qu'est-ce qu'ils rôle peuvent faire en fait, à part l'aide humanitaire, ce qui était le cas avant, y compris lorsqu'on parlait de développement, il n'y a rien. Est-ce qu'ils ont une base dans la société comme la littérature néolibérale, le grassroots, je ne sais pas quoi? Non, c'est une question juste, je crois, c'est le lien entre les gens maintenant et les ONG. C'est soit un lien de carrière professionnelle, donc des gens qui trouvent des salaires dans ces structures, ou de liens d'assister des gens qui essayent d'avoir un peu d'argent, un peu pour pouvoir manger. Donc, c'est un peu le contexte sur lequel je voulais mettre l'accent pour mm. quand même pour bien répondre à votre Ok. question. Ok. En lien à ça, on entend souvent dans vos écrits le terme de domination coloniale par Israël. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que ça signifie et en quoi c'est important d'en parler suite à la question du conflit actuel entre la Palestine et Israël? Déjà, en fait, parce qu'en fait, le mot conflit me gêne parce que ça ne Mm, décrit pas la réalité. Parce que comme on a l'impression qu'il y avait deux partenaires, deux côtés, en effet, si on a une lecture historique et pas eschatologique au sens, au sens, je ne sais pas quoi, certains qui interprètent la Bible à leur manière, en fait, si on a une version historique de l'histoire, Israël est un fait colonial. mm,
fait colonial européen, il faut le dire. Et là, tout commence là. Et donc, la question de la négation des Palestiniens, ça commence par ce fait colonial qui a été soutenu par l'Europe pour des raisons multiples hein, et qui est toujours soutenu pour des raisons multiples d'ailleurs. Donc, c'est une condition coloniale dans le sens où il y a un groupe, race, je ne sais pas quoi, un peuple qui vient dominer un autre parce que tout simplement, il se croit plus légitime, il se croit supérieur. Et cette domination ne vient pas de nulle part, ça devient parce que ce groupe, ce peuple, c'est un ensemble de gens se croient en fait, d'une part, je dirais, moralement supérieur, sur le plan civilisation supérieure, religieux, etc. Mais le plus important, parce qu'il a une force. Et cette force, sans rentrer dans le détail, il a une force technologique, mais aussi militaire. Donc, il va dominer par la force. Et mm, ça, explique l'histoire palestinienne. Avant la Nakba, pendant la Nakba en 48, ça veut dire la catastrophe lorsqu'on a chassé 2 tiers du peuple palestinien, et mm, après, et jusqu'aujourd'hui. Donc, dans ce cadre-là, lorsqu'on va voir une condition coloniale, on va voir que si tu es palestinien, tu es dans une condition de coloniser. Tu ne peux pas changer ta condition, même si tu changes ton avis politique, même si tu changes, si vous voulez, ta manière de voir la réalité. Et moi, j'ai donné des exemples dans un papier comme quoi, entre les deux types de Palestiniens qui sont à l'intérieur d'Israël, 48, entre ceux qui veulent même jusqu'à aller jusqu'à être parlementaires, enfin, membres de la Knesset, ça veut dire membres du Parlement israélien, et mm, j'ai décrit leur situation comme quoi c'est l'empalement par l'intégration. Donc, lorsque même eux, ils voulaient être des citoyens, ils n'ont pas pu, même y compris lorsqu'ils sont devenus membres de la Knesset, mm, et ceux qui ont refusé un peu l'ordre colonial, ils étaient obligés de mourir dans les prisons ou négligés. Donc ça, je parle de Palestiniens qui sont devenus citoyens, entre guillemets, mm, israéliens. Donc c'est une sorte de citoyen, nationalité sans citoyenneté qui a été officialisée d'ailleurs et institutionnalisée par la loi 2018 israélienne qui est fondamentale, qui est tout simplement qui met en avant la question de la religion juive. Donc mm, si tu n'es pas de confession juive, voilà, tu n'es pas considéré comme citoyen à part. Donc dans mm, cette condition, on peut saisir non seulement l'histoire palestinienne, comme quelque chose qui a été dépassé, mais l'histoire comme un processus continu, comme un mécanisme qu'on a mis en place qui est toujours là et qui se reproduit, y compris le génocide à Gaza. Parce que ce n'est mm, pas une exception. Peut-être c'est un peu plus dense, c'est un peu plus visible, etc. Mais ça, c'est la vie des Palestiniens. Ça nous montre en fait comment on peut saisir déjà la réalité des Palestiniens à l'intérieur d'Israël, non comme une minorité, mais comme les indigènes qui étaient tout simplement dominés par cette condition coloniale qui était rangée en deuxième rang, troisième rang, quatrième rang, voilà, on ne les voit pas. Ça nous permet de saisir la réalité des Palestiniens en Cisjordanie, mm, parce qu'en fait, c'est la colonisation qui perdure. Ça nous permet également de saisir la réalité des Palestiniens à Gaza. Ça nous permet de saisir la réalité des Palestiniens, à peu près 7 millions dans des camps de réfugiés. Lorsqu'on va voir Gaza, Gaza, c'est quoi Gaza? C'est un grand camp de réfugiés. 2 tiers de la population de Gaza, ce sont des réfugiés. Réfugiés, ça veut dire quoi? Chassés, déracinés de leur terre natale, de leur maison en 48. Donc 2 tiers de cette bande, ce sont des réfugiés. Ce sont des gens qui attendent le retour à leur maison. Certains, mm, ils ont toujours les clés. Donc pour comprendre la pratique, la manière dont les Palestiniens perçoivent la réalité, il faut vraiment avoir cette idée de conditions coloniales pour comprendre le rapport au temps, pour comprendre le rapport à l'espace, pour comprendre tout simplement pourquoi rien ne marche. Parce mm, que là, c'était tout simplement une colonisation de remplacement, une colonisation de déracinement. Donc, c'est cet colonialisme. On a tout simplement enlevé, vidé une partie de la terre palestinienne de, sa, de son peuple et on a mis à la place, en fait, d'autres. Donc, c'est ça le mécanisme de remplacement. Et ça, c'est pas de l'histoire passée, dépassée, c'est l'histoire qui est toujours là. Et on va voir, on va comprendre pourquoi il y a des proches entre ceux qui habitent en Cisjordanie, ceux qui habitent en Israël aujourd'hui, ceux qui habitent à Gaza, ceux qui habitent au Liban. Donc, on va voir les camps de réfugiés, on va voir des liens de parenté, on va voir
des choses qu'on n'arrive pas à saisir si on n'a pas cette idée de condition coloniale. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est ça remonte et ça met enfin, en avant la question comme quoi la question palestinienne se base sur une idée principale, c'est la négation des Palestiniens. On a considéré que cette terre était une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Et donc, ça, on revient à la même chose. Les Palestiniens n'existent pas. Donc, lorsqu'on parle de conditions coloniales, on donne la présence de nouveau à ces Palestiniens, on les voit comme acteurs à part et on commence à mieux analyser. Et après, je dis pour la condition coloniale, c'est tout simplement pour qu'on soit honnête et intègre lorsqu'on décrit la réalité palestinienne, pour sortir de ces jugements de valeur, que c'est barbare, c'est je ne sais pas quoi, c'est ces hommes qui adorent la violence, qui je ne sais pas quoi, et ils sont en train de subir la violence d'une manière structurelle depuis un siècle. Et là, tout le monde s'étonne pourquoi les Palestiniens commencent, parlent de la résistance, peuvent faire des actions violentes. Malheureusement, ici dans la scène internationale, on ne voit pas les Palestiniens que lorsqu'il y a des Israéliens qui sont morts ou lorsqu'il y a des otages. Parce que les Palestiniens, la mort pour eux, c'est une partie de leur vie. Mais la mort, je dirais, par force, la mort, les assassinats, etc. La prison, le checkpoint, tous les mécanismes de domination coloniale font partie de leur vie, mais qu'on a tout simplement invisibilisé, y compris par le discours de bailleurs de fonds que je viens d'évoquer, la Palestine de bailleurs de fonds, et on ne veut plus le voir. Et lorsque tout simplement ils répondent en utilisant tout simplement le moyen dont on a négligé leur existence. C'est la force. Là, ils commencent à exister et tout le monde commence à parler. Et ce qui est Mhm. marrant maintenant, regardez comment le discours, on parle de 200 otages, ou je ne sais pas, 300 otages, ou combien. Bref, c'est de la vie humaine aussi. Mhm. Mais on oublie 40 000 ou 50 000 ou je ne sais pas quoi. Ou même on oublie un peuple qui a été pris en otage depuis un siècle, un peuple entier qui a été pris en otage. Donc ça montre en fait que les Palestiniens n'existent pas et on ne parle de Palestiniens que pour rappeler que soit il est terroriste, soit il est méchant, soit il est sous-homme. Donc la condition coloniale pour l'analyse, c'est très important. Sur le plan moral, c'est très important. Et sur le plan politique, je dirais, pour trouver une solution, pour proposer une solution et sortir de cette idée d'avoir la solidarité coloniale ou ce paternalisme où on va donner aux Palestiniens la manière, comment ils doivent faire, de leur donner des leçons, il faut vraiment décrire d'abord leur réalité et à partir d'une analyse pertinente et de l'histoire et du présent. Mhm. C'est dans ce cadre-là, je vais mettre l'accent, comme d'autres chercheurs qui essayent maintenant de mettre l'accent sur cette condition coloniale pour sortir aussi surtout des jugements de valeur à l'égard des Palestiniens dont ils subissent depuis un siècle. En prochaine question, du coup, en lien justement avec cette histoire palestinienne, ce serait de savoir quelles sont les pratiques culturelles ou les coutumes spécifiques que vous pensez que les jeunes d'aujourd'hui devraient en connaître les tenants et les aboutissants pour mieux comprendre aujourd'hui la situation en Palestine. Écoutez, c'est très difficile comme question parce que aussi, enfin, il y a beaucoup de pratiques culturelles, de producteurs de biens symboliques. Le problème, c'est pas la production, le problème, c'est la réception et comment on va transmettre ces pratiques. Là, vous pointez par exemple l'une des problématiques aussi qui est liée aussi à cette question de l'universel et du particulier. Comment on traite la littérature, par exemple, palestinienne. Si on va voir la figure la plus importante du roman palestinien Hassan Kanafani en France, qui adore la culture, bah, son œuvre n'a pas été traduite. Mhm. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on peut que ça savoir que, parce qu'il y a déjà pas des traducteurs en arabe ici, mais c'est tout Mhm. simplement parce qu'il y avait Pascal Casanova, elle a parlé de la République mondiale de l'être. Donc, l'accès, si vous voulez, à cette République, il y a des contraintes. Et parmi ces contraintes, il y a surtout l'idéologie. Donc, lorsqu'on a négligé la présence des Palestiniens, on a négligé sa culture. Et lorsqu'on veut choisir de sa culture, on va choisir ce qui correspond à Mhm. notre manière de voir et ce qui ne dérange pas.
Donc, moi, je vous donne un exemple, en fait. Il y a un site qui me contacte. Oui, on a besoin de la voix palestinienne. Enfin, tout ce discours, il faut que les Palestiniens s'expriment un peu plus. Voilà, on refuse le. Ok, j'écris, je dis, mais écoutez, mon article peut déranger. Et moi, je sais de quoi je parle. Ça fait 20 ans, je sais, je connais un peu le milieu. Et non, non, écrivez. Et lorsque j'envoie l'article, absence totale. Voilà, on me dit oui, on est submergé par la réalité, par ok, ok, d'accord. Moi, je voulais aller jusqu'au bout avec. Ok, d'accord. Alors, c'est pas grave. Vous allez le publier 3 ans plus tard, c'est pas grave. Mais donnez-moi un accord de principe. Ils n'ont pas osé donner un accord de principe. Là, ça montre en fait, on a besoin d'un Palestinien de service. Et lorsqu'on a besoin d'un Palestinien de service, c'est également pour la culture en fait. On a besoin d'un homme littéraire de service lorsqu'il dit. Et là, si vous voulez, lorsqu'on a instruit cette Palestine de bailleurs de fonds, ça a aussi affecté certains producteurs de biens symboliques. Il y a certains qui voulaient être reconnus au niveau international. Ils savaient un peu, ils ont intériorisé que le discours patriotique de libération, etc., peut être un peu gênant. Du coup, ils ont commencé à écrire en arabe en pensant en français, en pensant en anglais, comme quoi ils ont besoin de ce type de discours, de ce type de texte. Donc, il y a vraiment un problème à plusieurs enjeux. Donc, dans ces rapports de domination, ces rapports de force, donc ça a affecté aussi bien, je dirais, le processus de production, comme c'est le processus, je dirais, de la réception. Pourtant, il y a quand même de biens symboliques qui ont été produits par des Palestiniens. Il y a plein de la littérature, il y a le roman, la poésie, et même sur l'art performatif. Il y a plein de choses, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait circuler dans ce monde? C'est ça, c'est un autre enjeu. Et donc là, si vous voulez, c'est la question des intermédiaires culturels, les traducteurs. C'est là, en fait, il faut mettre l'accent. Les maisons d'édition, voilà. Après, il y a plein de choses. La maison d'édition, c'est pas que de la culture qui leur intéresse, c'est aussi l'argent. Est-ce que ça va apporter de l'argent? Voilà. Donc, il y a un ensemble d'éléments, si vous voulez, sur lequel on doit réfléchir. Mais surtout, il faut mettre l'accent. Enfin, et moi, j'appelle un peu l'intégrité en fait des traducteurs et des maisons d'édition pour pouvoir en fait transmettre certains de ces productions en fait qui permettent de comprendre et de saisir la réalité palestinienne. Autre question, du coup, ce serait de savoir, vis-à-vis du conflit actuel, qu'est-ce que vous pensez du mouvement de boycott, le BDS? Est-ce que vous pensez qu'il est efficace et qu'il permet aujourd'hui réellement de soutenir la cause palestinienne? Écoutez, c'est un geste symbolique très fort. C'est important de le faire en France, même si c'est pas le top, même si c'est pas le maximum qu'on peut faire. Et j'avoue qu'on a du mal déjà. En fait, dès qu'on Hmm. parle de boycott avec les universitaires, ils flippent, ils ont peur, voilà. Et pourtant, ça fait partie de la liberté d'expression, y compris par la loi. Et donc, ça, il y avait quand même la Cour, je ne sais plus laquelle, en fait, c'est la Cour de cassation, je crois, Hmm. qui a donné un peu, voilà, que ça a considéré, enfin, ça a été considéré comme liberté d'expression, mais quand même, on sait bien que ça gêne. On veut pas que, enfin, non seulement on ne veut pas boycotter, on ne veut pas critiquer Israël. Dès qu'on critique Israël, on est, on est vraiment diabolisé. Je cite, il y a juste quelques jours, le prof à Toulouse qui a tout simplement parlé de boycott et des génocides, comme quoi c'est un scandaleux, il a été licencié. Et Hmm. je cite François Burga, qui est maintenant aussi accusé d'apologie de terrorisme. Donc il y a non seulement l'intimidation à l'égard des universitaires et des associations et des entreprises qui voulaient faire, mais en fait, on essaye de ne pas donner, de diaboliser tout simplement tout ce qui critique Israël. Donc, moi, je sais que la BDS, tout simplement, la question de BDS, ça a été inspiré du modèle africain. Hmm. Donc, pour moi, sur le plan analytique, si vous voulez, le danger, c'est de considérer uniquement le cas palestinien comme un cas d'apartheid et Hmm. oublier en fait la colonisation qui a précédé l'apartheid, ce qu'on a fait en Afrique, donc en Afrique du Sud. Donc il y avait quand même 3 siècles de colonisation qu'on a oublié pour parler uniquement de l'apartheid. Donc on a plus ou moins légitimé en fait le produit de la colonisation pour parler finalement de l'apartheid. C'est ça en fait ce qui me fait peur sur le plan analytique, mais sur le plan symbolique, c'est quelque chose de très important. Hmm.
on avance un peu doucement, on commence, mais quand même, ce qui est par exemple contradictoire avec le cas de la Russie. Moi, je connais une université où ils ont appliqué tout de suite le boycott parce qu'il y avait des consignes de la part de ministres ou je ne sais pas quoi, comme quoi il faut boycotter. Ils ont boycotté même s'ils n'étaient pas convaincus. Maintenant, c'est l'inverse. Il y a des consignes de ne pas faire le boycott et du coup, je sais qu'il y a certains étudiants qui étaient avec une présidente d'une université. Mm. Elle a dit voilà, cash, c'est pas notre décision. On a reçu de consignes de ne pas l'appliquer. Donc là, on voit vraiment que l'autonomie de l'université ou l'autonomie n'existe pas parce qu'il y a tout simplement des consignes qui viennent du haut et Mm. voilà, il ne faut pas le faire. Donc, je crois que pour vraiment manifester sa solidarité avec la Palestine, c'est la moindre des choses qu'on peut demander, c'est le boycott. Et Mm. j'espère qu'on va avancer là-dessus pour marquer le coup. En dernière question pour cette interview, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, ce serait la question du message principal que vous souhaiteriez justement partager au monde sur la guerre actuelle en Palestine, en ce moment. À la guerre actuelle, en fait, ce n'était pas quelque chose d'étonnant, mais en fait, c'est le produit tout simplement classique de la négation des Palestiniens depuis un siècle. Mm. Donc, ce que je demande aux gens d'être intègres et d'être honnêtes et d'aller jusqu'au bout de leurs pensées, de voir la réalité des Palestiniens. C'est pas parce qu'il y a la guerre maintenant ou la guerre va se terminer aujourd'hui que la question est réglée. La question n'est pas fin de la guerre, mais fin de la colonisation en Palestine et la liberté du peuple palestinien. Donc, ça, c'est le premier message. Deuxième message, aux solidaires avec la Palestine, essayez quand même d'être solidaires sans avoir cette idée d'avoir la solidarité coloniale, de donner des leçons à des Palestiniens et de leur demander de légitimer un peu l'ordre qui des émanuse, enfin, et qui les opprime depuis un siècle. Et pour ceux, en fait, qui veulent tout simplement à tout prix nous intimider et nous dire que on ne va pas parler de la Palestine, si on n'a pas de choix, on doit parler de la Palestine, parce que la Palestine, même si c'est une question de colonisation lointaine, c'est une partie importante de l'histoire européenne, parce qu'en fait, les Palestiniens sont en train de payer les prix des crimes qui ont été commis en Europe ici. Donc, il faut régler ces problèmes ici en Europe avant ça c'est important. Il faut mettre fin aussi à cette question de mentalité coloniale qui domine chez certains. Et la question palestinienne est une question de justice et de liberté. Donc c'est une question universelle, ce n'est pas une question particulière qui concerne un peuple en particulier. C'est une question qui nous concerne tous, qui concerne notre autonomie, qui concerne notre sens de travail, notre sens d'existence. Et voilà, donc si vous voulez, la question palestinienne, elle a jamais été elle a été, jamais été complexe. C'est une question très claire, mais on voulait la faire apparaître comme quelque chose de très difficile, de très compliqué. Alors, ce n'est pas vrai. La question, c'est une question de colonial, de remplacement d'un peuple par un autre, point barre. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on pose les choses de cette manière, on peut vraiment savoir que c'est une question universelle qui concerne l'exploitation d'un peuple par un autre. Ben, je vous remercie pour cette interview et puis Merci à ben, vous. je vous souhaite tout mon courage aussi pour votre combat et vos recherches et vos Merci. travaux universitaires. Merci à vous. Merci pour l'intérêt que vous portez à mes travaux et surtout à la question palestinienne. Et ben, je vous remercie. Bonne journée Merci à beaucoup. vous. Merci. Au revoir. Au revoir.